Messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les ambassadeurs, messieurs les présidents d'université, mesdames et messieurs les officiers généraux, mesdames, messieurs, chers amis, c'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui à l'occasion de la première édition de cette conférence réunissant la communauté stratégique de défense dans cet amphithéâtre Foch chargé de symboles. Foch, l'homme de guerre devenu homme de lettres en accédant à l'Académie française. Foch, le théoricien de la liberté d'action confronté à la pratique des combats éprouvants de la Première Guerre mondiale. Une liberté d'action qui renvoie, au fond, au premier objectif de la stratégie française, garantir la capacité de la France à penser et à agir par elle-même, de faire en sorte qu'elle soit l'acteur de sa propre liberté et, pour ce qui nous concerne plus directement, de sa propre sécurité. Et cette capacité, que l'on ne peut dissocier de la capacité à connaître et à anticiper, les deux derniers livres blancs sur la défense et la sécurité nationale en ont clairement souligné l'importance en l'érigeant en fonction stratégique. Et ce qui était vrai en 2008 et en 2013 l'est encore davantage aujourd'hui, puisque notre environnement stratégique se caractérise par sa complexité et, de manière croissante, par son incertitude. L'imprévu lui-même est en voie de transformation et l'imprévu moderne est presque illimité. L'imagination défaille devant lui. Paul Valéry écrivait cela en 1937, c'est-à-dire il y a très exactement 80 ans. Sans pouvoir imaginer alors les horreurs que connaîtrait le monde dans la décennie qui suivrait, tant celle-ci dépassait au propre et au figuré l'entendement. Mais que dirait-il alors aujourd'hui? Et pourtant, nous ne pouvons nous contenter d'assister en spectateurs à cette crise de l'imprévu, comme il l'appelait, ou à cette crise de l'anticipation. Nous avons, plus que jamais, un besoin impérieux de comprendre, d'analyser, d'expliquer les phénomènes de déstructuration et de recomposition de notre environnement stratégique, au risque de voir notre politique présente et notre préparation de l'avenir de plus en plus décalées par rapport aux défis et aux menaces que nous devons affronter. Et donc, notre dispositif doit nous permettre de préserver notre capacité à comprendre, à décider, à agir de manière autonome, et cette finalité doit rester le guide de notre réflexion stratégique au sein d'une culture de l'adaptation qui est la marque de notre action au sein de ce ministère de la Défense. Il nous faut donc d'abord comprendre pour anticiper une menace qui se joue de nos faiblesses dans toutes leurs dimensions sociales, politiques, économiques, et parfois militaires, lorsque le rapport de force lui est ponctuellement favorable. Il nous faut ensuite comprendre pour agir, et en liant les deux rôles, le décisionnel et l'académique, afin de réduire la distance entre le savoir et le pouvoir, dans un monde où les institutions gouvernementales n'ont pas, loin s'en faut, le monopole de l'information ni de l'expertise. Mais ceci suppose des capacités fortes, des capacités innovantes, des capacités pérennes, des capacités d'analyse, de réflexion, de recherche. Or, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, et nous tâchons de l'être, notre pays souffre historiquement d'une contradiction assez évidente entre, d'une part, un pays engagé au tout premier plan dans les opérations militaires extérieures et plus largement dans les questions de défense, et d'autre part, un pays dont la recherche stratégique sur les questions de défense connaît une fragilité structurelle soulignée au cours des 15 dernières années par de nombreux rapports. Et cette contradiction s'inscrit par ailleurs dans un contexte international où la concurrence des idées, des doctrines et des concepts s'exacerbe. Désormais, bon nombre d'acteurs émergents, notamment en Asie, mais pas uniquement, accompagnent leur volonté de puissance d'une stratégie d'influence pertinente, fondée sur une recherche de plus en plus innovante. Ce constat relève pas uniquement, mais il relève pour une grande partie de la responsabilité du ministère de la Défense. Et ce sont cette responsabilité et le besoin que j'évoquais qui nous ont conduits à proposer au ministre de la Défense, en 2015, une réforme d'ampleur du dispositif ministériel de soutien à la recherche stratégique. L'enjeu, c'était d'inverser cette tendance
et de garantir à moyen terme la satisfaction de nos propres besoins. Mais l'enjeu consistait aussi, et ça n'est pas contradictoire, bien au contraire, à contribuer au renouvellement et au développement du vivier de chercheurs français dans le domaine stratégique. Et nous nous sommes donné tout d'abord les moyens de cette ambition, puisque sans ressources, vous pouvez avoir de très bonnes idées, mais elles sont difficiles à mettre en œuvre, puisque le ministère consacrera désormais chaque année près de 10 millions d'euros à la recherche stratégique dans le domaine des sciences humaines et sociales, par rapport à environ 7,5 jusqu'à la mise en place de la réforme. Et c'est un budget qui le place très largement à la première place des acteurs institutionnels français, un budget qui fait légitimement peser une responsabilité spécifique sur notre ministère, la responsabilité de contribuer à la qualité et surtout à la pérennité de l'offre française en termes de recherche stratégique. Et pour cela, et ce sont les principaux axes de cette réforme, nous agissons dans 3 grandes directions. La première direction, c'est la réforme de nos relations avec les instituts de recherche, qui sont très bien représentés aujourd'hui, ce dont je me félicite. Notre volonté de contribuer à assurer une relève stratégique s'est traduite ainsi, dès 2015, par une révision de notre dispositif contractuel avec les instituts, et désormais, nous sommes capables de conclure avec les instituts privés des contrats pluriannuels qui leur garantissent les ressources pour recruter, fidéliser et faire monter en puissance un vivier de jeunes chercheurs. Et davantage que le montant global des ressources, qui est néanmoins conséquent, c'est la visibilité sur l'avant qui est appréciable pour les instituts, puisque ceux-ci doivent prendre des décisions toujours difficiles de recrutement. Des exemples concrets vous seront donnés lors de la deuxième table ronde. Mais, et c'est là l'un des points majeurs de la réforme, notre ambition s'étend à l'ensemble du paysage de la recherche française, au-delà des instituts de recherche, et je pense bien entendu plus particulièrement aux universités. Et c'est le développement d'un partenariat avec le champ universitaire qui constitue le deuxième axe d'effort prioritaire, parce que les universités ont un rôle clé à jouer, et un rôle plus important que celui qu'elles jouent aujourd'hui, me semble-t-il. Nous signerons tout à l'heure la convention tripartite avec la conférence des présidents des universités et le CNRS. C'est une étape majeure que nous allons franchir, et j'y reviendrai, ainsi que le ministre. Cette priorité est incarnée par le pacte enseignement supérieur, priorité du partenariat avec les universités, dont vous trouverez le descriptif détaillé dans le dossier qui vous a été remis, mais dont je souhaiterais juste dire quelques mots. D'abord, ce partenariat et ce pacte enseignement supérieur nous apparaît comme une évidence parce que les laboratoires de recherche français regroupent une expertise de qualité directement utile à une meilleure compréhension de notre environnement stratégique, mais il s'agit d'une expertise qui doit être confortée et maintenue dans la durée. Et c'est pourquoi le plan enseignement supérieur accorde une place de choix au soutien à notre ressource la plus précieuse. Là encore, cette ressource, ce sont les femmes et les hommes qui conduisent, et plus encore, qui conduiront la recherche stratégique. Ainsi, en finançant des doctorants et des post-doctorants, comme nous le faisons depuis 2015, nous contribuons à la relève générationnelle. Et c'est un investissement important qui s'inscrit dans la durée, puisque grâce aux 2,5 millions d'euros annuels supplémentaires que nous sommes parvenus à mobiliser, nous entendons financer un total d'environ 40 jeunes chercheurs par an. Mais au-delà des financements directs, nous sommes bien conscients que notre succès dépendra de notre capacité à offrir aux jeunes chercheurs l'accès à des emplois pérennes. Et là encore, nous avons tâché d'être innovants en plaçant l'employabilité de ces jeunes chercheurs au cœur de notre dispositif. Par exemple, en assortissant nos principaux contrats d'études d'une obligation de recruter un doctorant ou un post-doctorant, ou bien, par exemple, en associant à notre démarche un panel d'entreprises privées, et j'en profite à ce titre pour vous annoncer la création prochaine d'un club SHS, Sciences humaines et sociales défense, qui vise justement à fédérer cette communauté d'entreprises. Le ministre précisera ce soir, par ailleurs, les nouveaux dispositifs de financement que nous comptons mettre en place au profit des laboratoires et des équipes de recherche universitaires, par le biais d'un soutien visible et labellisant du ministère de la Défense. Ce pacte vise à soutenir la constitution d'une filière de War Studies, à l'image de celle de nos partenaires américains et britanniques. Notre objectif, au-delà des compétences individuelles, est de donner une cohérence et une visibilité accrue
à ce qui est aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, un champ qui est éclaté entre des domaines comme la science politique, l'histoire ou la géographie, avec toutes les conséquences que vous pouvez imaginer qui découlent de cet éclatement. Et cette visibilité, bien entendu, ne devra pas se limiter à la place de Paris, parce que, je le disais en introduction, alors que la France reste l'un des rares pays à avoir une capacité d'action extérieure autonome et à avoir non seulement la capacité, mais la volonté de s'engager dans des théâtres extérieurs de haute intensité, trop peu de chercheurs français spécialisés dans le domaine de la défense et des questions stratégiques de défense sont connus et reconnus pour cela en dehors de nos frontières. Et c'est là aussi l'un des axes d'effort du pacte enseignement supérieur, de contribuer au rayonnement de la pensée stratégique française sur la scène européenne et internationale. Et le ministère s'engage ainsi à soutenir financièrement la projection de nos idées, c'est-à-dire de nos chercheurs à l'étranger, à travers une mobilité accrue pour nos chercheurs. En parallèle, il nous a semblé que nous devions disposer d'un événement public de référence en France. Et le pacte prévoit ainsi la création des biennales des études stratégiques de défense, qui rassembleront tous les 2 ans l'ensemble de la communauté académique et des acteurs du domaine travaillant sur les questions de stratégie et de défense, et inviteront lors de chaque édition une institution universitaire internationale de renom avec laquelle des événements seront organisés pendant les 2 années suivantes. Enfin, après les instituts, après les universités, le 3e volet de cette réforme concerne l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, ou l'IRSEM. Rattaché à la DGRIS depuis la création de cette dernière en 2015, l'IRSEM met désormais en œuvre ce partenariat naissant avec les acteurs académiques. Et à ce titre, c'est vraiment lui qui joue le rôle clé d'interface et le rôle indispensable d'interface entre notre ministère et l'ensemble de la communauté universitaire. Et au-delà de cette mission, l'Institut constitue et constituera encore davantage à l'avenir un centre de recherche de référence sur les grands sujets d'intérêt du ministère. Vous le voyez, notre ambition est forte. Nous nous sommes donné les moyens de la poursuivre. À condition que l'ensemble de la communauté de recherche stratégique, aujourd'hui représentée, travaille ensemble et puisse saisir les opportunités qui se présentent à nous. Mais si nous y parvenons, dans ce cas-là, ce qui constitue la plus importante réforme du dispositif de soutien à la recherche stratégique du ministère depuis les 25 dernières années sera un succès collectif. Mesdames et messieurs, nous avons organisé cet après-midi de manière à illustrer et à éclairer les principales dynamiques à l'œuvre dans le cadre de cette réforme. Premièrement, l'interaction entre les besoins des décideurs et les attentes de la communauté de recherche. C'est l'objet de la première table ronde qui sera animée par Jean-Dominique Merchet. Ensuite, notre volonté de donner un caractère opérationnel à la recherche en nous appuyant sur 5 études de cas, sur des sujets qui sont prioritaires pour nous, comme la radicalisation, la trajectoire de la Russie, le cyber. C'est l'objet de la 2e table ronde, animée par Jean-Baptiste Jean-Gennes-Villemer, directeur de l'IRSEM. À l'issue de ces 2 tables rondes, nous procéderons à la signature de la convention entre le ministère de la Défense, le CNRS et la conférence des présidents d'université. Et enfin, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, nous fera l'honneur de clôturer notre journée. Mesdames et messieurs, les événements tragiques qui ont durement frappé notre pays ces 2 dernières années nous obligent tous à une prise de conscience sociale, politique, voire morale. Il est crucial de développer nos capacités d'analyse et de recherche sur les questions de défense dans leur ensemble et de ne plus s'en tenir à leur seule dimension géopolitique ou diplomatique. Et ce recentrage sur les questions de défense renvoie nécessairement à la guerre, dans toutes ses dimensions. Interdisciplinaire par essence, son étude nécessite désormais une mobilisation de l'ensemble des acteurs de la communauté nationale, qu'ils soient publics ou privés, car c'est bien l'ensemble du pays qui est mobilisé. Et à cet égard, il me semble que cette conférence reflète bien cette prise de conscience, puisque nous avons eu plus de 1000 réponses favorables. C'est sans précédent, me semble-t-il, pour une conférence de ce type, sur ce type de sujet. Et donc, bien évidemment, je tiens à vous remercier très chaleureusement d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Je remercie en particulier l'ensemble des intervenants qui symbolisent cette communauté nationale en matière de recherche stratégique de défense. Et je remercie aussi
voire surtout, si vous me le permettez, les jeunes chercheurs qui se sont mobilisés durant toute la matinée d'aujourd'hui, avant l'ouverture formelle de notre conférence, afin de vous présenter leurs travaux. Il me reste à céder la parole à Jean-Dominique Merchet pour notre première table ronde et aux intervenants, et à vous remercier tous en vous souhaitant une bonne conférence. Merci beaucoup.